Coucou les addicts, bien j'espère que tout le monde va bien en ces temps un petit peu chahutés. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau décryptage de l'épisode 4 de la saison 5 d'Outlander, un épisode que j'ai beaucoup aimé et je vais vous en parler. Je voudrais faire un coucou à mes plus fidèles auditeurs, auditrices qui me suivent depuis le début et depuis le démarrage de la saison 5, je sais que vous êtes très nombreux à avoir rejoint la chaîne YouTube ou ma page Facebook. Donc je vous fais coucou à vous également. Je vous remercie de m'avoir rejoint, de nous avoir rejoints. Et je voulais aussi vous dire à vous, spécialement les nouveaux, ne soyez pas timides, n'hésitez pas à commenter, soit ici en dessous de la vidéo que je publie, ou pourquoi pas sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où je suis assez présente. Autre info, depuis le dernier décryptage, vous avez dû le voir sur la chaîne, j'ai publié quelques vidéos, dont notamment les premières parties du panel de Katrina Balfe à la convention de Cleveland. Franchement, il est super ce panel, n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Et puis, comme d'habitude, j'ai publié les vidéos qui sont en lien avec l'épisode 4 que je vais décrypter dès maintenant. Allez, c'est parti. Et je commence par vous donner mes impressions générales sur l'épisode. Et comme je le disais en intro, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé car je trouve qu'il utilise vraiment bien le matériel du roman. C'est une très très chouette adaptation. Alors je pense notamment, si jamais vous avez envie d'aller relire, c'est à partir du chapitre 28 dans le tome 5 de la Croix de Feu. Et à la manière de l'épisode précédent qui était un peu une petite capsule et qu'on aurait pu intituler chez les Beardsley ou La Maison de l'Horreur ou je ne sais pas tous les titres qu'on pouvait y trouver, mais celui-là, de la même façon, on pourrait l'appeler À Brownsville, car c'est centré sur l'histoire entre Isaiah Morton et puis la jeune Alicia Brown. Et c'est une histoire autour de laquelle on brode et on tisse les fils des autres histoires en réalité. Et c'est bien fait. Vraiment, c'est bien fait. J'aborderai tous les thèmes qui me semblent intéressants dans l'épisode, dans mes zooms un peu plus tard, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'expositions pour tous les personnages. Et on sent, alors on est déjà au 4e épisode de la saison, mais on sent qu'on est encore en train de distribuer les cartes, de poser le jeu. Les intrigues principales sont présentes, mais elles sont en filigrane. Elles sont pas... on dénoue pas la pelote dans cet épisode-là. Donc j'en parlerai, mais bien sûr l'intrigue autour de Bonnette est bien là. Claire et ses expériences aussi, on n'oublie pas. Et puis le positionnement de Roger. Je trouve que la seule chose qui est un peu mise de côté, c'est l'histoire de Murtaugh et des régulateurs. Quoique, si on y réfléchit bien, si Jamie et sa milice sont à Brownsville, c'est bien pour recruter d'autres miliciens pour aller combattre les régulateurs. En fait, ce que je trouve vraiment sympa dans l'épisode, c'est que les relations sont très bien exploitées. On y passe du temps. Et ça, c'est génial. Avec la saison 4, on allait un peu d'action en action et les interactions ou les relations entre les personnages étaient un peu moins fouillées. Ça laissait moins de respiration. Alors que là, vraiment, c'est un épisode qui nous donne ce sentiment que l'on respire avec les personnages. Alors, le monde de Fraser Ridge s'est étendu. Les acteurs dans les interviews le disent et d'ailleurs, on le sent. Avant, c'était uniquement centré autour de Jamie et Claire et maintenant, comme ils sont tous installés, c'est vrai qu'on a envie d'avoir aussi du contexte et puis un peu plus d'infos autour des autres personnages. Je vais les citer, mais vous pensez évidemment au même que moi. Fergus, Marsali, Brianna, Roger, même les jumeaux Beardsley. Tous ces gens-là, ce sont des gens dont on a envie de se soucier. Et donc, c'est développé dans l'épisode. Autre chose que je voulais relever là dans mes impressions générales, je l'ai déjà fait lors du décryptage précédent et je le refais maintenant et j'insiste parce que ça me tient vraiment à cœur, c'est la réalisation. Alors c'est toujours Jamie Payne, le réalisateur de cet épisode 4, donc le même que pour le dernier épisode.
Il y a beaucoup de scènes qui sont tournées soit de nuit ou dans la pénombre ou dans une lumière très très sombre. Il y a beaucoup de jeux d'éclairage qui sont super bien faits. Et là, je pense surtout à cette scène entre Brianna et Marsali avec l'éclairage à la bougie. On a vraiment ce sentiment d'être dans leur intimité, un peu au coin du feu. On se sent bien, même si la scène n'est pas facile, mais c'est chaleureux. Jamie Penn joue aussi beaucoup avec les contre-jours. Et ça, on le voit avec cette image de Claire à la fin de l'épisode, hein, lorsqu'elle regarde par la fenêtre, Jamie est en train d'essayer de faire s'échapper Isaiah et Alicia. Donc cette fois-ci, à la différence du dernier décryptage, j'ai réussi à avoir quelques images. Donc pendant que je parle, je vous les mets. Comme ça, vous pouvez voir la preuve en images de ce que je suis en train de vous raconter. Et enfin, dans mes impressions générales, je trouve que c'est un épisode qui réunit vraiment les bons ingrédients, ce que l'on aime dans Outlander, ce que l'on aime trouver, de l'action, de l'amour, beaucoup d'amour, et surtout entre Claire et Jamie. Bien sûr que je vais en reparler. Les beaux paysages. Un grand Jamie. Et ça va faire partie de mes zooms aussi. Un peu d'humour. Et puis aussi le soin des détails. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque Claire rejoint les femmes de Brownsville, elles sont en train de préparer du cidre. Et alors on ne s'attarde pas du tout sur cette scène-là, mais on voit bien ce qui est en train de se passer en arrière-plan. Hein. Et j'aime beaucoup parce que d'ailleurs, c'est quelque chose qui est mentionné par Diana Gabaldon dans le roman. Et je voulais revenir un peu sur les passages d'humour parce que j'aurais pas l'occasion de le refaire par la suite. Mais vous avez dû les noter comme moi. Et à plusieurs fois, j'ai souri lorsque, par exemple, Fergus dit à Claire et Jamie qu'ils ont été rapides en besogne pour refaire un petit. Et puis ensuite, lorsque Claire ironise sur la fertilité de Marsali et Fergus, Roger qui enregistre les miliciens de Brownsville et qui se rend compte qu'ils s'appellent tous Brown. Roger qui n'a pas honte de dire à Jamie qu'il attendait qu'il arrive pour dénouer un peu la situation. Enfin, toutes ces petites touches-là qui ont été apportées dans le scénario par une jeune scénariste. J'en ai pas parlé, j'ai parlé du réalisateur, mais la scénariste, c'est Barbara Stepanski et c'est la première fois qu'elle écrit un script pour la série Outlander. Et franchement, pour un coup d'essai, c'est quasiment un coup de maître. Elle a réussi à y mettre tout ce qu'on aime, donc franchement, chapeau à elle. Je crois que j'en ai fini pour mes impressions générales. Allez, on passe à mon top et à mon flop. Vais-je vous surprendre avec l'annonce de ma scène préférée ? Je ne suis pas sûre. Et en même temps, je pense que beaucoup d'entre vous vont partager ce même sentiment par rapport à cette scène. Et donc, il s'agit de la balade au clair de lune entre Claire et Jamie. Je trouve que c'est une vraie belle scène d'intimité. Et l'intimité sans sexe, ça mérite d'être soulevé. Et pourtant, elle est vraiment très, très belle. Pour moi, cette scène sonne tellement juste, notamment au début, lorsqu'ils s'éloignent main dans la main, en marchant pas très droit, les petites blagues qu'ils se font entre eux. Ça fait vrai. Vraiment comme un couple établi, qui est très à l'aise ensemble, qui plaisante et qui... Ouais. C'est vraiment... ça m'a beaucoup plu, l'entame de cette scène et bien sûr toute la suite également. Cette discussion très profonde qui s'ensuit et qui nous ramène au drame de ce couple qui s'aime si profondément et qui n'a malheureusement pas eu la chance d'élever un enfant ensemble. On le sait, depuis quasiment la saison 1, enfin je dirais plutôt même saison 2, Jamie a toujours voulu être père. Et sa réaction lorsqu'il voit Claire près de la rivière avec ce nouveau-né dans les bras, la réaction de Jamie est vraiment touchante. Il y a beaucoup de langage corporel dans le jeu d'acteur de Sam. Quasiment pas de dialogue. Mais on voit bien à ce moment-là tout ce qui remonte en lui, dans le personnage de Jamie. Et donc après, dans la scène au clair de lune, on voit que Jamie pense que Claire mérite d'avoir un nouveau-né, qu'ils méritent tous les deux de pouvoir élever un bébé ensemble. On aime voir cette belle relation entre eux, il y a tellement d'amour.
Et Claire, bien que très touchée de la proposition et qu'il a sans doute envisagé quelques secondes, euh, elle sait que ce n'est pas la bonne solution pour ce bébé. D'ailleurs, la solution lui a été offerte sur un plateau un petit peu avant par Lucinda Brown et son mari. Ce couple qui vient de perdre son bébé, qui est vraiment très touchant, très doux. D'ailleurs, ce couple contraste complètement avec les autres membres de la famille Brown, qui nous semblent un peu plus belliqueux, alors que ces deux-là, les yeux fermés, on pourrait leur confier un nouveau-né. Et je pense que c'est ce que Claire a vu en eux également, et qui fait que la décision est finalement moins difficile à prendre. Et comme elle le dit, on ne peut pas s'attarder sur des regrets et essayer de réparer le passé, c'est pas possible. Et la scène qui pour moi fonctionne moins bien dans l'épisode, c'est la scène finale, la scène d'évasion d'Isaiah et Alicia. Donc c'est Jamie et Roger qui les aident à s'enfuir. Et pour moi, ce qui colle pas là, c'est une question de luminosité dans la scène. Alors c'est fait pour se passer au petit matin, hein, donc la ville semble endormie, mais pour le coup, c'est tellement lumineux, hein, bon, je pense que c'est un matin d'été, qu'on a du mal à croire que c'est de bons matins. Il n'y a pas de rosée, on sent pas d'humidité, et c'est difficile du coup de se dire qu'il y a personne dehors et que personne ne va rien entendre et que tout le monde dort. Donc peu crédible à mon sens. Même si cela, faut avouer, fait de belles images avec les chevaux et tout ce qui est autour. Hein. C'est vrai que la fuite des deux amoureux là, de Roméo et Juliette à cheval, c'est très romanesque. C'est sûr que de nuit, ça n'aurait pas rendu du tout la même chose, je suis assez d'accord. D'ailleurs, dans le roman, c'est pas tout à fait fait de la même façon, puisque dans le roman, cette scène-là se passe pendant l'hiver, et donc si le couple s'enfuit effectivement à cheval, le fait que Jamie fasse s'échapper d'autres chevaux, c'est pour effacer les pas dans la neige et pour brouiller un petit peu les pistes. Voilà pour mon top et mon flop. On va passer à mes zooms. Dans mes zooms, je vais surtout aborder des thématiques qui sont liées aux personnages, et j'ai envie de commencer par Roger et par son leadership remis en question par Jamie. Alors Roger, il a été nommé capitaine de la milice de Jamie, bien malgré lui. Et très rapidement, il est en difficulté dès son arrivée à Brownsville, et il n'emmène pas large. Donc, ce que je trouve quand même sympa, c'est que Roger n'a pas peur de montrer ses faiblesses devant Fergus. On le voit complètement paniquer et hésiter sur la bonne stratégie à adopter. C'est clair qu'ils sont arrivés dans un village manifestement hostile. Et au départ, on ne comprend pas trop pourquoi les fusils sont dressés derrière les fenêtres, même si on finit par le découvrir très vite. Et Roger doit lui aussi réfléchir très très vite et trouver une solution. Et lui, il préfère éventuellement sacrifier un homme et un tonneau de whisky aussi, plutôt que d'aller à l'affrontement et risquer de perdre des hommes ou risquer qu'ils soient blessés. Roger sait au fond de lui que cela aurait été assez irresponsable de sa part d'engager le combat sous son commandement. Et il a fait ce qu'il fallait en se disant que c'était sans doute ce qu'il y avait de mieux à faire. Il se sert de ses connaissances en histoire, et puis d'un brin de diplomatie aussi, puisque au final, comme il le dit d'ailleurs à Jamie, et moi je trouve que c'est pas mal, il n'y a pas de blessés. Alors ça règle pas nécessairement la question, puisque du point de vue de Jamie, il a sacrifié Morton, il a sacrifié un homme. Et au-delà de la désapprobation de Jamie, Roger a aussi un autre souci, c'est qu'une partie des hommes se sont mutinés et sont partis. Et ça, c'est également quelque chose que lui reproche Jamie. Mais dans tous les cas, quoi qu'il fasse, quoi qu'il ait fait, Jamie aurait sans doute eu quelque chose à en dire. Il est vraiment dur avec lui. Même si à la fin, il reconnaît l'avoir jeté dans cette mission sans préparation. Et alors, on ne sait pas si du coup, il l'écarte pour le punir, ou vraiment dans un souci de se dire, bon, il n'est pas prêt, il ne faut pas qu'il reste là.
Et sur ce coup-là, par rapport à l'attitude de Jamie, moi je trouve qu'on se place plutôt du côté de Roger. On a envie de le défendre. D'ailleurs, c'est ce que fait Claire. Claire prend la défense de Roger et je trouve que Claire personnifie bien le téléspectateur. Roger se sent dévalorisé. Il sent bien que Jamie ne lui fait pas confiance. Et Claire essaye de lui remonter le moral en lui disant que... D'ailleurs, c'est drôle, moi ça m'a fait sourire, en lui disant que finalement Jamie venait de confier à Roger ce qu'il avait de plus cher au monde, c'est-à-dire elle. Je pense que Roger va traîner encore un petit moment ses casseroles de la saison 4. Et d'ailleurs, la tirade que fait Isaiah Morton à la fin, vous savez, sur l'amour, sur le fait que si on leur demandait à eux de laisser la femme qu'il aime et de ne pas revenir la chercher ou de ne pas partir avec elle, cette tirade peut s'appliquer, je vais en reparler aussi bien à Jamie qu'à Roger. Mais je voudrais quand même revenir dessus parce que pour Roger, ça s'applique oui et non. C'est-à-dire que lui peut s'identifier parce que, effectivement, il a traversé l'espace et le temps pour venir rejoindre Brianna. Mais d'un autre côté, si on réfléchit un peu plus tard sur la saison 4, il n'est pas revenu tout de suite vers Brianna, il l'a laissé tomber. Et donc ça, c'est des casseroles qui risquent de lui rester encore accrochées un moment. Et ce ne sont pas ses qualités de chanteur qui vont le sauver aux yeux de Jamie. Parce que ça, pour le coup, ça ne trouve pas grâce du tout aux yeux de son beau-père, malgré le choix des chants qui est magnifique. On a vu ici et là des petites infos sur les réseaux sociaux, mais les chants ne sont pas anodins, et notamment le premier qu'il chante, c'est un chant avec une histoire jacobite. Donc, en plus d'être bien chanté, c'est bien trouvé. Toujours pour parler un peu plus de Jamie, si on met de côté ce manque d'empathie pour Roger, Jamie démontre une fois de plus toutes ses qualités d'homme, de mari, de père, de leader, de chef de clan, si on peut dire. J'ai déjà parlé de l'amour qu'il a pour Claire et de la façon dont il l'exprime encore et toujours et d'une si belle manière. D'ailleurs, entre parenthèses, ça n'avait pas été une discussion que Claire et Jamie avaient eue entre eux dans les 2 derniers épisodes, mais de manière implicite, on a compris que Jamie sait que Claire fait des expériences pour cultiver de la pénicilline. Donc voilà, ils n'ont pas de secret l'un pour l'autre, ils partagent tout. Là, dans cet épisode, Jamie endosse tour à tour plusieurs rôles. J'ai dit endosse plusieurs rôles militaires. Tout d'abord, on voit quand il discute avec Roger, il prête pas vraiment attention à ce que Roger est en train de lui raconter. Il est plutôt en train de faire visuellement une revue de ses troupes en faisant semblant d'écouter Roger. Et il se rend compte rapidement qu'il lui manque des hommes. Jamie est aussi protecteur, notamment avec les jumeaux Beardsley. Et ça, j'aime bien aussi, puisque on l'a toujours trouvé, Jamie, à protéger les plus faibles et les plus jeunes. Et là, c'est vrai que les jumeaux Beardsley sont quasiment des enfants. En tout cas, pour Jamie, ils ont 14 ans. C'est pas à remettre en cause. Comme ça, il s'assure d'avoir un chasseur sur Fraser's Ridge. Et puis, il évitera bien évidemment que ces 2 jeunes-là se fassent tuer à la guerre. Jamie est un leader également. Dès qu'il arrive à Brownsville, on voit qu'il reprend les rênes. Il va voir Morton. Il n'hésite pas à le sermonner comme un gamin d'ailleurs. Et en même temps, il fait ce qu'il faut pour que Morton puisse être libre et s'échapper. Donc voilà, ça c'est vraiment toute la stratégie de Jamie. Jamie, on redécouvre une fois de plus dans cet épisode ses valeurs morales. Pour lui, quand on est marié, on est marié. Et on ne trompe pas sa femme, ou en tout cas on ne va pas batifoler chez une autre femme. Sur ce point-là, je pense que Jamie a tendance à oublier un peu vite sa propre histoire. Donc je ne ferai pas vraiment de commentaires. Mais surtout, en fait, ce qui, je pense, guide Jamie, là, au début, en tout cas dans son attitude vis-à-vis d'Isaiah Morton, c'est que il ne croit pas forcément tout de suite à la sincérité et à la profondeur des sentiments qu'Isaiah a envers la jeune Alicia. Je trouve aussi Jamie
un très bon leader, en fait, un chef de clan. Et dans sa confrontation avec Richard Brown, alors donc Richard Brown, c'est le patriarche, hein, c'est le Brown qui arrive à cheval un peu plus tard dans l'épisode. On sent là, dans leur confrontation, qu'on a deux hommes leaders l'un en face de l'autre, deux hommes responsables, deux hommes réfléchis. Et leur discussion est quand même plutôt dépassionnée. Si on compare l'attitude de Lionel Brown, hein, donc le père de la jeune Alicia, lui, forcément, il veut Morton parce qu'il a déshonoré sa fille, etc. Pour Richard Brown, même si, bien évidemment, il doit défendre l'honneur de cette communauté, on va dire, qu'il dirige, ça ne passe pas au-delà d'une allégeance à la couronne, du combat contre les régulateurs. On sent que les Brown, notamment Richard Brown, n'aiment pas les régulateurs. Et il y a du respect mutuel entre ces deux hommes, entre Jamie et Richard Brown. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à un accord. Et j'aime bien cet échange, ce dialogue là, très court, 2 phrases, quand Richard Brown dit que ces hommes lui répondront à lui, et que Jamie lui répond que lui, Richard Brown, devra en répondre à Jamie. Et ça pose le débat, et normalement, s'ils en restent là, ça devrait bien se passer par la suite. On verra. On peut quand même avoir quelques doutes parce qu'on est dans Outlander. Et enfin, Jamie, pour finir un peu de brosser son portrait sur l'épisode, je le trouve drôle. Et puis, il peut être aussi détendu. Alors, est-ce que c'est les effets de l'alcool ? Mais en tout cas, on avait eu tendance à oublier que Jamie a beaucoup d'humour lorsqu'il taquine Claire sur le fait qu'elle ait peut-être un autre mari, lorsqu'elle lui dit que Dr. Rowling, c'est elle. J'aime bien aussi lorsqu'ils sont dans les bois au clair de lune et que Claire lui dit de réciter l'alphabet et qu'il lui propose de le faire soit en grec, soit en anglais. C'est des petits moments, des petites choses tendres, drôles, qui nous les rend attachants et humains aussi. Et puis, bien sûr, Jamie, on le découvre danseur. C'est pas du tout maladroit, alors qu'on aurait pu s'y attendre. C'est pas franchouillard non plus, hein. On le sent pas très, très à l'aise. En tout cas, c'était un bon moment. C'était très attendu. J'avais hâte de voir ça et j'ai pas été déçue. J'ai envie de parler de Fergus et Marsali dans la même rubrique. Alors, ces deux-là n'ont pas d'interaction ensemble depuis le début de la saison, sauf dans l'épisode 1 lors du mariage de Brianna et Roger, où ils étaient côte à côte, et où d'ailleurs Marsali a annoncé à Fergus qu'elle attendait un autre enfant. Sinon, ils n'ont pas été vus ensemble une seule fois. Mais on sait quand même en partie pourquoi ils sont ensemble. Moi, je trouve que vraiment, ces deux-là font la paire et qui se ressemblent s'assemblent. D'ailleurs, comme le dit le titre de l'épisode, ce sont vraiment des personnes fidèles et sur qui on peut compter. Ils ont tous les deux le sens de l'humour. Et dans cet épisode, on découvre qu'ils assurent les arrières de Roger pour Fergus et de Brianna pour Marsali. Je vais d'abord parler de Fergus. Fergus, dans cet épisode, il a quand même le beau rôle. Il n'est pas en charge, il n'est en charge de rien en fait, hein, il n'a pas de responsabilité. Et d'ailleurs, quand Roger a décidé d'offrir le whisky au Brown, on voit Fergus en arrière-plan, la chope à la main. Enfin, il est vraiment tranquille. Mais ce que je voulais surtout pointer, c'est qu'en réalité, Fergus ne contredit pas Roger sur son choix et sa décision, et au contraire, il lui apporte tout son soutien. Et c'est important. Fergus fait de son mieux pour aider Roger. Et d'ailleurs, quand ils arrivent à Brownsville, c'est Fergus qui sent immédiatement qu'il y a du danger et que quelque chose ne va pas. Et tout de suite, il prête main forte et il protège Roger. Moi, j'aime bien voir Fergus dans ce rôle-là, ça lui va bien. Et autre chose sur Fergus dans l'épisode, c'est que sans le savoir, il a fait quand même une grosse boulette, hein, lorsqu'il a pris ce papier dans l'infirmerie de Claire et qu'il l'a porté ensuite l'appel de Jamie pour constituer sa milice. Il n'a pas fait attention qu'il y avait des informations notées au dos de cette feuille et ça risque fort de se retourner contre Claire à un moment donné. Ce qui m'étonne, c'est que personne ne semble lui en faire le reproche. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais vu ce qu'a dit Jamie,
Et puis, vu qu'on est dans Outlander, on sait qu'on va pas en rester là. Enfin, moi, je me dis qu'il y a un truc qui va se passer avec ça. Si on parle de Marsali, elle est là pour Brianna dans cet épisode. Et lorsque Brianna est complètement affolée en pensant avoir perdu Jamie, on voit que Marsali a l'expérience tranquille d'une maman de plusieurs enfants qui cherche très calmement où a pu disparaître le bambin. Marsali est très calme, elle prend la mesure de l'agitation de Brianna aussi, et même si elle ne connaît pas les raisons profondes de cette agitation et qu'elle n'insiste pas pour les connaître, elle est présente et elle propose son réconfort à Brianna de manière très douce et très gentille. Et lorsqu'elles sont toutes les deux attablées dans la maison, enfin dans la grande maison de Fraser's Ridge, on voit que Marsali fait une démonstration par l'absurde, hein, tout en confiant un peu de sa vie personnelle et de ses tourments passés à Brianna. Lorsqu'elle commence par dire qu'elle a tué son père, oui. Moi, ça m'a beaucoup étonnée, surtout que pour avoir lu les romans, je me dis mais non, c'est pas vrai, enfin, je crois pas. Et en fait, elle décrit surtout, oui, des violences qui lui étaient faites à elle, sa sœur et sa mère. On a l'impression que c'est assez important. Je pense que dans le roman, c'est pas autant. Hein. Et d'ailleurs, elle n'en parle que dans le tome 6. Il n'y a pas d'allusion à la vie passée de Marsali dans la Croix de Feu. Bref, je referme la parenthèse. Et c'est vrai que Marsali veut montrer à Bri ce que l'esprit échafaude, hein, tout ce qu'on pense, on a beau se faire 1000 plans sur la comète, ça ne se matérialise pas forcément et qu'il faut laisser un petit peu les idées passer et pas s'y attarder. J'en profite pour parler un petit peu de Brianna, parce que pour le coup, je pense qu'elle a quand même de vraies bonnes raisons d'être inquiète. Déjà, elle a la pire babysitter du monde. Madame Bug, franchement, zéro pointé. Moi, je la vire si c'est la babysitter de mes enfants. Elle laisse s'approcher un homme du berceau de Jamie. Alors vous allez me dire, on n'est pas au XXe siècle, mais au XVIIIe, donc peut-être que on ne voyait pas le mal partout, mais n'empêche que Brianna a des raisons de s'inquiéter parce que donc elle a découvert cette petite pièce de monnaie dans le fond du couffin de son fils. Madame Bug lui dit que c'est un Irlandais qui est plutôt blond, bien mis de sa personne. Et Brianna, forcément, pense tout de suite à Bonnette. Et si vous vous souvenez, dans l'épisode 7 de la saison 4, Bonnette jouait avec des pièces de monnaie. Il aime bien ça, hein, Stephen Bonnette. Donc, pour Brianna, il n'y a pas de doute. Brianna a aussi découvert dans cet épisode que Roger avait sans doute vu ses dessins. Et pour exorciser un petit peu le démon, elle jette les dessins de Stephen Bonnette au feu. Malheureusement, je pense qu'il va en falloir un peu plus que ça pour se débarrasser de ses tourments intérieurs. Et je trouve que dans la réalisation, j'en ai parlé en introduction, mais c'est fait de manière aussi très astucieuse pour créer de la tension, y compris pour nous, le téléspectateur, puisque à un moment donné, hein, lorsqu'on quitte la grande maison, on a un plan où on voit la grande maison de loin, comme si quelqu'un était en train d'épier depuis les bois ou depuis un coin un peu plus reculé. Et à ça s'ajoute la petite musique, le thème de Stephen Bonnette. Et là, c'est bon, ça nous crée aussi la tension et on se met bien à la place de Brianna sur le coup là. Et pour finir mes zooms, j'ai envie de vous parler du couple Isaiah et Alicia. Je l'ai dit en introduction, c'est autour d'eux qu'est construit finalement l'épisode, même si ils servent, enfin ce couple et leur histoire sert de prétexte à dérouler un petit peu d'autres histoires. Ils font figure un peu de Roméo et Juliette, hein, je l'ai dit aussi tout à l'heure, deux jeunes dont les familles ne peuvent pas valider leur amour, enfin en tout cas notamment la famille d'Alicia. Et Alicia personnifie la condition de la jeune fille de l'époque, hein, qui même, alors qu'elle n'est pas dans une famille vraiment bourgeoise, où elle doit faire le meilleur mariage possible. On ne prend pas en considération ses sentiments et personne ne se soucie d'elle, personne ne prête attention à elle.
Et le seul intérêt qu'elle a pour son père, c'est de faire un mariage qui lui apporte des terres voilà, et de l'argent, quoi. Hein. Un négoce de tabac, c'est beaucoup d'argent. Alicia, je l'ai dit aussi, elle est dans une famille qui m'apparaît quand même assez belliqueuse. Son père, Lionel, est surtout animé par le sentiment de vengeance vis-à-vis d'Isaiah Morton. Justement, ce père ne semble pas être très réfléchi, hein, il ne raisonne pas beaucoup. Alors, il semblerait qu'elle ait perdu sa mère, en tout cas, c'est ce que je crois comprendre dans l'épisode, et donc la femme que l'on voit avec elle et qui la houspille un peu, c'est sa tante, et elle la blâme avec des mots à peine voilés, hein. Donc, c'est assez violent, je trouve, pour cette jeune fille qui doit avoir 15 ou 16 ans. Et d'ailleurs, son désespoir est tel à cette pauvre Alicia qu'elle tente de se suicider. Alors, d'une façon qui est différente, là encore, de ce qui se passe dans le roman, hein, puisque je l'ai dit, dans le roman, en fait, c'est en hiver, tout ce passage à Brownsville. Et donc, il me semble, hein, alors, j'ai pas relu, mais qu'elle essaye de se faire mourir de froid. Il doit y avoir une histoire comme ça. Et heureusement que Claire est là. Hein. Enfin, je disais tout à l'heure que Jamie était très protecteur vis-à-vis des autres, et notamment des jeunes personnes qui l'entourent, mais c'est également le cas de Claire, qui prend un peu cette jeune fille sous son aile, qui, après avoir sauvé déjà un bébé la semaine dernière et avoir écouté avec une oreille très, très, très douce, très compassionnelle, Madame Bursley, Fanny Bursley. Cette fois-ci, c'est au tour d'Alicia de pouvoir avoir une épaule solide en la personne de Claire. D'un autre côté, Isaiah, on l'avait découvert dans l'épisode 1. C'est le premier à prêter serment à Jamie lorsque Jamie faisait son appel, hein, avec la croix de feu, et que Roger avait hésité. C'était Isaiah Morton qui avait avancé un pas pour venir vers Jamie. Et donc lui, Isaiah nous livre son histoire de mariage arrangé, sans amour, sans sexe. Et, je sais pas vous, mais moi ça résonne un peu comme un écho aux histoires de Claire avec Frank et de Jamie avec Lyrie. Ce sont sans doute des allusions à peine voilées, là encore, à ces deux mariages ratés. Et Isaiah met en avant le coup de foudre, hein, qu'il a eu pour Alicia, et son envie de tout faire pour rester avec sa belle, qu'il appelle un peu comme son âme sœur, en fait. Hein. Et je le disais tout à l'heure quand je parlais de Roger, c'est vrai que les mots d'Isaiah Morton à la fin de l'épisode, ils sont adressés un peu à la volée, mais les trois personnes présentes dans la pièce, en la personne de Claire, Jamie et Roger, peuvent toutes les trois prendre ces paroles-là pour eux. Et ils savent bien ce que c'est que le véritable amour et le fait d'avoir trouvé une âme sœur. Et donc, tout le monde prend conscience à ce moment-là qu'il est vraiment amoureux, hein, puisqu'il n'a pas essayé de sauver sa peau et s'enfuir. Il est resté là pour retrouver Alicia. Et d'ailleurs, Jamie, Roger, Claire leur permettent de s'enfuir dans une jolie fuite très romanesque à cheval. Et voilà, et la voix off de Claire qui laisse un peu d'espoir et qui espère en tout cas que ça pourra bien se passer pour ces deux jeunes enfants, on va dire, amants. Pour conclure, j'aimerais juste revenir quelques instants sur le titre en français, Qui se ressemble s'assemble. Et je dois vous avouer qu'il ne m'avait pas beaucoup plu, il m'avait même assez dérouté lorsque je l'ai lu par rapport au titre en VO qui est The Company We Keep. Je trouvais que ça n'avait pas du tout de rapport. Et au final, quand on regarde bien les thématiques abordées dans l'épisode, je le trouve plutôt bien choisi. Alors j'ai déjà trouvé le Qui se ressemble s'assemble de Fergus et Marsali, dont je vous ai fait part. Et au final, je pense que Jamie et Roger, à leur façon, ressemblent aussi ou en tout cas, les histoires de Jamie et Roger ressemblent à l'histoire d'Isaiah Morton. Et c'est sans doute ça qu'on a voulu pointer. Et il y a une morale dans cet épisode, hein, c'est qu'il est difficile de faire table rase du passé, car finalement, quoi qu'on fasse, hein, le passé fait partie de notre histoire et on est obligé de vivre avec. Cet épisode se termine avec la fuite des amants Alicia et Isaiah. Il n'y a pas de cliffhanger, donc on se demande comment l'épisode 5 va démarrer.
Alors, ce qu'on peut anticiper, c'est le retour de Claire au Ridge, accompagnée de Roger et des jumeaux Beardsley. Elle va sans doute opérer les jumeaux de leurs amygdales si elle a de la pénicilline. Donc là, on compte sur Marsali. On espère qu'elle a réussi à la cultiver. On peut se demander ce qui va devenir de Jamie. Et donc, il va sans doute continuer à recruter sa milice et à se diriger vers Hillsborough. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'ils vont rencontrer les régulateurs? Plein de questions en suspens. Et c'est vrai que on n'a pas trop d'indices forts pour savoir quel va être le thème central du prochain épisode. Donc, j'ai hâte de découvrir ça très, très vite, dès lundi, en fait. Bien, écoutez, je vous dis à très, très vite pour le prochain décryptage. Prenez vraiment bien soin de vous. À bientôt.